Dans la culture casamançaise, un proverbe raconte que tout rêve est une graine qui devient l'arbre de nos réalités. Il y a des années, cet homme décida d'aller jusqu'au bout de son rêve, reboiser la mangrove de Casamance, dévastée ces 30 dernières années par l'activité humaine. Mais pour réussir, encore fallait-il que des fées exaucent son vœu. Tu pourrais venir m'aider quand même. Avant de se lancer, il décida de rencontrer les gardiennes de la forêt. On leur prête ici des pouvoirs mystiques, elles seront d'une aide précieuse. Elles sont une dizaine de femmes très âgées à vivre dans la forêt aux portes de la ville de Bignona. Leurs maisons sont faites de briques et de broc, elles sont dans un dénuement total. Leur mission sur Terre est de protéger la forêt contre toute agression, surtout humaine. Elles accueillent Haïdar, un peu comme un fils, comme un initié. Les Casamançais viennent de toute la région pour obtenir leur protection mystique grâce à des prières ou des gris-gris. Elles disent communiquer avec les esprits de la forêt. Pour Haïdar, il est impensable de commencer le reboisement sans leur protection. Lui, le musulman, croit aussi au pouvoir de ses gardiennes animistes. La nuit est tombée. Comme la tradition le veut, la cérémonie se termine par quelques cadeaux, de l'huile et du riz. Haïdar a obtenu ce qu'il venait chercher. Merci. Nous sommes à Dialang, il est 6 h du matin. 200 jeunes sont mobilisés pour former une drôle de procession. Et comme dans chaque village, leur chant leur donne du cœur à l'ouvrage pour replanter leurs mangroves dégradées. Sur une dizaine de kilomètres, filles et garçons portent dans leurs seaux et leurs sacs de bien étranges graines, les fruits du palétuvier, les propagules. C'est pour reboiser la mangrove, parce qu'elle tend vraiment à disparaître dans la zone. Et vous savez que la salinité a vraiment engagé nos rizières, sachant que la mangrove est vraiment un régulateur de la salinité. Et nous avons voulu vraiment la reboiser pour que vraiment notre terre revive, vraiment. Est-ce que ça a été difficile aujourd'hui de motiver et de mobiliser autant de jeunes? Oh non, c'est pas très difficile parce que tout le monde a compris ce qui se passe dans nos terres. La réalité, vraiment, elle est là. Parce qu'on a tout perdu, hein, nos ressources, et même des poissons, des variétés de poissons ont disparu dans la zone. Première tâche en arrivant, trier les graines. Une graine abîmée, desséchée ou encore mangée par un crabe ne pourra devenir un arbre de palétuvier. Cette tâche est essentielle pour assurer dans 5 ans la pérennité du projet. Vous êtes d'accord?
Une fois le tri effectué, les jeunes quadrillent la zone à reboiser, prêts à en découdre. Dernière recommandation. La première propagule, vous mettez ça là où vous êtes. Vous avancez de 2 pas. Vous mettez la deuxième. Et on va retrouver l'autre équipe. Une fois qu'on se retrouve, on va tous se retourner vers le front est. Et on va avancer par là. Il faut faire rentrer 1/3 de la plante. Tout ça, ça doit rentrer. D'accord? On y va doucement. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais planter une petite graine dans ce poteau-poteau, cette terre si glaiseuse que l'on s'enfonce jusqu'à la cuisse, est loin d'être une sinécure. Alors pour se donner du courage... Allez les gars, allez, on y va. Tu n'as pas une chanson pour moi? Oui. Allez les filles, il faut chanter là. On est en train de sauver la terre. C'est toujours à marée basse que ces opérations sont effectuées pour que la graine soit bien enfoncée. Ici, 100 000 propagules de palétuvier seront plantées en 2 heures, soit près de 10 hectares. Du beau travail pour ces fils et ces filles d'agriculteurs ou de pêcheurs, conscients de l'enjeu. On voit que le fleuve, la mangue, elle est totalement détruite. C'est pour moi-même, avant tout, c'est pour moi. Parce que je serai là, j'ai grandi ici et je travaille sur ma terre pour que ça enrichisse beaucoup. Nos parents aussi, je sais qu'ils sont très contents. Parce que le reboisement, là, ça attire les poissons et pour qu'on pourrait pêcher très bien, pour en avoir beaucoup. Est-ce que c'est difficile de planter là? Oui. Pourquoi? Parce que c'est dur. Pourquoi c'est dur? Tu marches, tu continues à marcher seulement. La conscientisation est bien la réussite du travail d'Haïdar El Ali et de son association l'Océanium. Plus que les chiffres, et non des moindres, avec près de 100 millions de propagules plantées en 4 ans, ce dont il est le plus fier, c'est d'avoir converti une partie de la population sénégalaise à la reforestation. Ce que nous voulons montrer aux gens, c'est que la nature aujourd'hui a besoin de nos actes. Elle n'a plus besoin de nos discours, elle n'a plus besoin de nos études, elle n'a plus besoin de nos sciences. Elle a besoin qu'on agisse pour elle. Insatiable prêcheur, même devant un journaliste en herbe. C'est vrai que l'environnement est en train de mourir, mais nous allons, nous, ensemble, trouver une solution applicable par nous et dans la joie et la bonne humeur, comme cela. Mais ce qu'on a planté, ça va grandir quand même. Le plus important, est-ce que c'est que ça grandisse ou que tu te sois impliqué, toi, pour aider la nature? Je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est que toi et tes amis, 250 jeunes de Dialan, de Bofikan, se sont investis pour aider la nature. Et si ça ne réussit pas aujourd'hui, demain ça réussira. Et elle est là la solution à nos problèmes. Elle est d'aller ensemble, à trouver des solutions ensemble pour les appliquer ensemble. Ok. Pour mobiliser, Haïdar et son équipe ont parcouru ces 5 dernières années des milliers de kilomètres pour se retrouver sous un manguier, comme cet après-midi à Niafarang, au nord de la Casamance, à Palabré. Mais pourquoi on s'intéresse à la mangrove? Pourquoi on s'intéresse à l'arbre? Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on veut l'observer qu'il est beau? Mais nous sommes tous assis ici à l'ombre de ce manguier. Personne d'entre nous n'est assis au soleil. Et le monde entier, la planète sur laquelle nous vivons, ressemble à cet arbre. Le Sénégal ressemble à cet arbre. Et il y a parmi nous des gens responsables qui attendent que le fruit mûrisse. Ils le mangent, ils entretiennent l'arbre pour leurs enfants. Mais il y a parmi nous des gens qui, après avoir mangé la mangue, ils coupent l'arbre, ils en font du charbon, ils s'en vont et ils nous laissent là avec le sable et le désert. Pourquoi on s'intéresse à la mangrove? La mangrove est encore pour la Casamance plus important que le manguier. Bien sûr, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre participation. Maintenant, ça dépend des jeunes qui vont s'impliquer. Et pourtant, il y a urgence. En 30 ans, près de 100 000 hectares de mangroves ont disparu. Il faut, village après village, case après case, réussir à changer les mentalités,
Faire accepter que la forêt n'est plus une ressource illimitée, qu'il faut la protéger. Et je suis sûr que cet acte, je suis sûr qu'il aura une reconnaissance éternelle. Parce que si demain il y a du riz, ce sera grâce à votre geste. Si demain nous arrivons à reboiser les rogniers, la mangrove et les manguiers et les anacardiers, peut-être que les vieux que nous sommes n'en profiteront pas. Mais c'est sûr que les jeunes en profiteront. Au sortir de ces 2 heures de palabres, le message semble avoir été compris et convaincu, enfin presque. Sur la fiche, ouais, vous comprenez le message? Je comprenais un peu le message, mais je ne connais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit en fait sur le... Où ça? Ici en haut. Non, là sur la fiche. Ça, c'est plante-ton, arbre. Ah ouais. Hein? Il y a le vieux, il y a les femmes, les jeunes. C'est bon? Ouais. Quand même. Pour réussir avec seulement une trentaine de permanents à faire planter 6 millions de graines de palétuvie en 2008, 34 millions en 2009 et 60 millions cette année, il faut du cœur, de l'énergie à revendre, mais surtout une organisation sans faille, une gageure au Sénégal. Comme tous les jours, Aïda rencontre une de ses équipes. Ce matin à l'aube, à la croisée des chemins, c'est un Tangana, un de ces nombreux petits cafés de bord de route où l'on mange le tapalapa et où l'on boit le café au lait qui sert de salle de réunion. Ça nous fera rentrer quand même assez tard. Et demain est un autre jour. Oui, moi je veux bien un pain. Un pain, un café au milieu. Dans chaque zone, l'équipe fait le point avec le patron sur les sacs de propagule de palétuvier collectés par bateau à l'ouest et ceux qui seront livrés par camion jusqu'aux zones de reboisement à l'est. Donc les semences d'Avicennia devront parcourir ce chemin qui est assez long. D'accord? Bignona, Tobor, Ziguinchor. Chaque jour, des centaines de milliers de graines circulent sur les routes de Casamance et du Siné Saloum. Un travail titanesque avec les moyens du bord. Et ça marche. Donc, on va profiter de cette semaine culturelle pour impliquer les populations à restaurer cet espace dégradé. Eux, ils vont reboiser le 23. Oui. Donc derrière le pont, vous avez prévu ça pour le 23. On ne peut pas faire d'improvisation dans ce type de programme à 5 millions de mangroves. Ah si. Pourquoi on ne peut pas improviser? On fonctionne un peu comme la nature, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avance, on rencontre des difficultés qu'on dépasse. Et le plus important, c'est de planter l'arbre. Donc la condition qu'on utilise pour arriver à planter l'arbre, elle, est moins importante que l'action de planter l'arbre. Cela nécessite à la fois une organisation pour collecter dans différentes zones des semences, pour les distribuer vers les zones dégradés qui sont demandeurs, pour organiser les villages à se mobiliser le jour du reboisement et enfin pour déposer les semences dans les endroits où il y a le plus de chances qu'elles grandissent. La mangrove de la côte casamançaise représente une richesse ornithologique et marine exceptionnelle. Un biotope à préserver, mais aussi le grenier à propagule pour l'océanium, pour une raison simple. On collecte en Casamance parce qu'il y a plus de mangroves et il y a plus de propagules et des propagules de qualité pour reboiser. C'est là que s'effectue la collecte des millions de graines replantées ensuite dans les régions dégradées. À Diaken, ce sont surtout les enfants qui récoltent, et pour cause. Aussi, il ne faut pas casser les branches. Il faut que tu évites trop, parce que si tu amènes les gens qui sont lourds, s'ils montent pour faire la collecte, s'ils posent dans les branches là, ça va casser. Il faut que tu prends les jaunes qui sont un peu minces là,
qui ne sont pas tellement de poids, eux, il faut bien collecter sans casser les branches. Cela leur fait de l'argent de poche. Le sac de 1000 graines est payé 1000 francs CFA, soit 1,50 €. Alors que planter est un acte bénévole, l'Océanium a voulu rémunérer la collecte, car peu de zones peuvent fournir toute la Casamance et que le temps presse. Et pour choisir les graines, rien de très compliqué, explication. Voilà, les propagules qui sont mûres sont les propagules grosses. Elle est verte et elle est mûre aussi. Celle-là, si tu le plantes, il va pousser. Celle-là, il n'est pas mûr encore parce qu'il est verte clair. C'est pour cela qu'il n'est pas mûr. Si tu le plantes, ça ne va pas pousser. Dans une grosse journée, jusqu'à 200 sacs peuvent être ramassés, mais attention au piège. Là, combien de sacs tu as ramassé là? 2. 2 sacs? Oui. En combien de temps? 30 minutes. Et c'est quoi les difficultés de ramasser les propagules? Qu'est-ce qui est difficile? C'est un peu difficile, mais il y a beaucoup de huîtres là. Les huîtres, c'est un peu dangereux là. Et qu'est-ce que ça te fait de participer à un tel projet? C'est pour l'environnement, le développement de l'environnement. Et c'est important? Trop important. Jamais fatigué, jamais fatigué, jamais, Ces sacs sont ensuite contrôlés, puis transportés par bateau jusqu'au camion collecteur. Cette logistique est aussi le symbole de la politique de gestion participative de l'Océanium, une des clés de son succès. Chaque village, chaque zone, chaque région est responsable de son action, une implication totale pendant 4 mois. Comme dans une fourmilière, des millions de fois, les mêmes gestes s'enchaînent. Le camion, une fois chargé, va et vient entre ces zones de collecte et les zones de reboisement, comme ici à Tobor, un des premiers sites de reforestation. Il y a 4 ans, l'Océanium plantait ici 600 000 graines, le début de l'aventure. Ils en sont déjà à plusieurs millions, fiers du travail accompli et avec l'impression de servir d'exemple au Sénégal ou en Afrique. Si quelqu'un me voit dans un autre pays, il va copier l'exemple de ce que je viens de faire aujourd'hui, quoi. Ouais. Et je donne conseil aux autres jeunes qui sont pas là. Ouais. Quand ils me verront, ils sauront qu'il faut travailler pour son village. Le travail qu'on fait là, c'est pour l'avenir. Et comme l'avait dit ensuite le président américain John Kennedy, il ne faut pas demander ce que ton pays doit faire pour toi, il faut plutôt demander ce que tu peux faire pour ton pays. Ouais, je pense que je donne conseil à ces jeunes qui pensent que la solution c'est de prendre les pirogues pour partir en Espagne ou d'autres pays. Il faut rester quoi, il faut qu'on reste nous les jeunes et essayer de travailler pour le développement du pays. La crise économique a durement touché les villages et aujourd'hui les gains économiques liés au reboisement sont les vrais moteurs de l'adhésion générale. Tous sont persuadés que leur travail de reforestation va faire revivre la pêche et la riziculture, aujourd'hui en berne. Nous sommes à Tobor avec Joseph, le chef de village, un des pionniers du reboisement, son plus fervent défenseur. Son village a récupéré 20% de ses champs de riz depuis qu'ils ont planté les propagules de palétuvier.
en reboisant, voilà 5 ans. Aujourd'hui que le palétuvier est devenu grand, le palétuvier absorbe le sel par ses racines. Et là, l'eau des rizières devient moins salée. Et là, nous pouvons cultiver le riz. Des milliers d'hectares de riz sont encore perdus pour l'agriculture sénégalaise. Comme ici à Bouyouille, les traces des anciennes cultures restent visibles. Les mottes de terre protégeant les champs contre l'eau salée n'ont pas empêché la salinisation des rizières. Le palétuvier reste le meilleur rempart contre celle-ci, mais aussi le meilleur ami des pêcheurs. À Tebi, comme partout en Casamance, le poisson est souvent la seule source de protéines animales. La viande est pour les riches. 30 ans de déforestation et ces femmes en sont réduites à chercher le menu fretin. On cesse des petits poissons. Pourquoi faire? Pour manger. Nous allons cuisiner ça pour manger. C'est bon, hein? Délicieux. Elles le pileront pour en faire une sorte de farine à mélanger avec le riz. Quant aux pêcheurs professionnels, ils en sont réduits à lancer leurs filets dans les branches de palétuvier pour récupérer les juvéniles. Les grosses carpes, mulets et autres capitaines ont déserté leur zone. Bon, le problème de la mangrove, bon, ça fait le manquement aussi des poissons. Pourquoi? Bon, parce que si la mangrove est morte, bon, ça manque beaucoup de poissons, parce que les poissons nourrissent avec la mangrove. C'est pour cela que la mangrove c'est très important. Bon, c'est pour ça bon, il y a des pêcheurs, ils ont commencé à reboiser la mangrove à partir de Afignam. Ils savent désormais que cet écosystème fragile est le pilier de leurs ressources. C'est la maison des poissons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils jettent leurs œufs, n'est-ce pas? Après éclosion, les petits poissons grandissent. Après, hop, ils rejoignent le grand fleuve. Donc si la mangrove disparaît... Cela veut dire que le poisson va disparaître parce qu'il n'aura plus où se cacher pour pondre ses œufs. Quant aux causes de la disparition progressive des palétuviers, pour le vieux pêcheur, elle est avant tout d'ordre climatique. Elle était verte, bien protégée. Mais avec la sécheresse qui est venue ravager une grande partie de la mangrove. Vous voyez? Ce qui veut dire que la mangrove d'autrefois de l'année 60, 1960, n'est pas comme la mangrove de 2009. Il y a une très grande différence. La pluviométrie a sanctionné le développement de la mangrove. Donc il n'y a pas que l'action de l'humain quand même. Aussi, l'action humaine a joué un rôle. Comme à Tobor, où la route, malgré une étude d'impact officielle, a été construite sans prendre compte de la circulation de l'eau dans la mangrove. La marée ne peut plus hydrater les arbres, ils meurent en quelques années. Seul un nouveau plan de construction de route permettant un échange hydraulique pourra empêcher à l'avenir un tel écueil. Ici, c'est le barrage d'Afignam qui semble être la cause de la déforestation. Plusieurs centaines d'hectares sont devenus un cimetière de palétuviers et toutes les tentatives de reboisement ont échoué. Enfin, ce sont les besoins vitaux de la population qui sont en grande partie responsables du déboisement. Habitat, cuisine, chauffage, ces petites quantités prélevées chaque jour par des dizaines de milliers de personnes sans jamais être replantées. C'est l'exploitation abusive à un certain moment, parce qu'on s'en servait pour faire des cases. Toutes les toitures à l'époque étaient faites avec du bois de palétuvier. Et les plafonds aussi étaient faits avec, des racines de palétuvier. Donc ça a menacé. Et après, à un certain moment, il y a eu maintenant les maisons en tôle. Et ce n'est plus le bois de palétuvier qui est utilisé, mais c'est le rognier. Bon, là aussi, c'est un autre cas.
Nous retrouvons Haïdar au nord de la Casamance. Il souhaite tester une reforestation d'Avicennia, un palétuvier plus facile et plus résistant à replanter. Donc pour nous, on va faire une expérience dans les zones très dégradées de cette espèce à réintroduire. Il y en a tellement que la plupart, 99% de toutes ces semences vont mourir. Donc je trouve dommage de ne pas les récupérer pour les amener dans des espaces dégradés et les réintroduire là. Là, c'est la première année que vous participez en tout cas à cette expérience. Ah ouais, c'est la première année parce que nous venons d'être en contact avec l'Océanium. Mais je pense que désormais, ça va être chaque année. Quoi. À partir du mois de juillet ou septembre, on va essayer de continuer le travail. Nous sommes à Niafarang, en pleine zone rebelle. Vous voyez cette mobilisation, c'est 2 villages qui sont là depuis 3 jours, mobilisés à recueillir des trucs. Donc financièrement, ce n'est pas l'argent qui compte. Mais donc c'est plutôt une motivation, c'est un sursaut. Quoi. Donc nous pouvons parler de la renaissance en Casamance. Mais est-ce que parce que c'est pas évident que vous trouvez... Il y a encore quelques mois, des attaques visaient l'armée. Pas facile donc de mener un autre combat, écologique celui-là. C'est pas facile parce que tu vas dans des zones où il y a les rebelles, donc tu ne peux pas t'y aventurer. C'est des territoires un peu autonomes entre la Casamance et la Gambie. Donc il arrive que même si des particuliers coupent du bois pour l'habitation, qui est récupéré par les eaux de forêt, ça veut, je veux dire que l'État, les agents des eaux de forêt, ils le reprennent, mais c'est pour aller le revendre dans le circuit. Alors que moi, je trouve que pour l'habitation, ça c'est pas méchant. Mais s'il y a une mafia qui commercialise le bois, le matériau pour aller l'amener du côté de la Gambie, il y a eu un trafic terrible dans ce secteur. Donc ça a beaucoup favorisé. Parce que c'était des secteurs sensibles où il n'y a pas de contrôle, c'était un peu l'anarchie. Mais c'est des deux côtés, du côté de la rébellion et du côté de l'État. Ça, il faut le reconnaître. Ali, je pense qu'aussi il n'y a pas une politique cohérente du gouvernement sénégalais pour protéger l'environnement. Parce que les bois, les sacs de charbon qui passent par la route nationale, ils dépassent les gendarmes, ils dépassent les eaux et forêts, ils ne disent rien. Normalement, il devait y avoir un suivi. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas la consommation du foyer qui est en train de tuer la forêt, mais c'est surtout le commerce du bois, le trafic aussi. Quoi. De tels propos étaient encore impossibles à prononcer il y a encore quelques temps. La peur des rebelles, la peur du gouvernement. Haïdar a su leur redonner du courage. Wow. En tout cas, je remarque que ça a été galère Il y a eu des grosses difficultés pour planter tout ça, quoi. Oui, c'est très difficile dans la vase. Et heureusement que c'est participatif, les gens s'impliquent, les villages s'investissent. Sinon, ce ne serait pas possible. En fait, les vraies difficultés résident dans le fait qu'il faut trouver les moyens de mobiliser les gens, les moyens de collecter les propagules, les moyens de... il faut trouver de la ressource en fait, financière parce que tout cela nécessite beaucoup de moyens que nous n'avons pas. Hélas, il faudrait plus de moyens pour arriver à plus de résultats. Ouais, mais sauf que les moyens, finalement, l'État sénégalais ne les met pas vraiment non plus en place. Vous êtes dépendant de partenaires étrangers, en fait. Bon, nous sommes dépendants de partenaires étrangers parce que l'État, justement, n'a pas une politique de gestion durable des ressources naturelles. Nous sommes dépendants, c'est beaucoup dit, parce qu'en fait, nous essayons justement d'être indépendants. Et nous essayons de trouver les moyens en interne, par des locaux, en essayant de sensibiliser les gens. Bon, c'est très difficile parce que, hélas, on n'y arrive pas aujourd'hui. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent pour trouver des moyens justement à arriver à mettre en œuvre notre vision de protection de l'environnement. Le Sénégal est un pays qui vit de ses ressources naturelles, une économie de prélèvement. Le pêcheur va prendre du poisson qu'il va vendre. L'exploitant va rentrer dans la forêt pour prendre du bois, pour prendre
de la ressource naturelle et toute cette ressource est en train de disparaître aujourd'hui. Bien sûr, l'Afrique en général n'est pas responsable des réchauffements climatiques, l'Afrique en général n'est pas responsable du chaos climatique que subit la planète aujourd'hui avec toutes ces histoires de réchauffement, de disparition de la ressource, d'augmentation des coûts. L'Afrique subit les conséquences de cela. Et nous essayons de sensibiliser les gens en leur disant que cette ressource qui les entoure est leur survie. Leur survie dépend de cette ressource qui les entoure.